Aujourd'hui, 11 juin 1918. Un pèlerin de la Salette vous parle, le cardinal Saliège. Je connaissais Lourdes, Fourvière, le Los. La Salette fut pour moi un éblouissement. La montagne, le silence, la solitude, aucun magasin, aucun clinquant, aucune foule, Notre-Dame seule, sa statue, sa basilique, l'âme saisie en oraison contemplative. Il y a ailleurs des foules exaltantes, des voix chaudes. À la Salette, le silence, ambiance qui fait jaillir la prière intérieure sous forme d'admiration, de joie, d'allégresse. On dirait que la grâce vous porte. On peut passer à la Salette des journées, des semaines, le charme n'est pas rompu. Il y a une présence invisible qui est comme un enveloppement d'âme. On ne pense pas à la pénitence. L'état intérieur est un état d'abandon confiant. On est entre les mains du Seigneur et de sa divine mère. Il y a des paroles qui ne disent rien. Il y a des silences révélateurs. La grâce de la Salette est une grâce de totale disponibilité. Ecce ancilla Domini. Faites tout ce qu'il vous dira. La Salette, lieu de retraite intérieure, de renouvellement. L'âme lassée y reprend courage. L'âme tiède y prend le goût de la prière. L'âme fervente y découvre des voies nouvelles. Tant fait la grâce qu'on dirait que cela se fait seul. Et c'est là le miracle permanent de la Salette. La Salette, en 1846, un petit village des Alpes environné de hameaux au toit de chaume. Là vivent chichement quelques centaines de montagnards perdus dans la solitude de la montagne et ignorés du reste du monde. Le Gargasse et le Chamoux barrent l'horizon à plus de 2000 mètres de haut, formant un immense demi-cercle à l'intérieur duquel s'agrippe une sorte de dôme, le Plano, dont le sommet ne dépasse pas 1800 mètres. Entre le Plano et le Gargasse, un minuscule plateau, dit sous les Besses, et un petit vallon où coule la Sesia, simple ruisseau d'abord, puis torrent aux gorges profondes. Aucun arbre à cette altitude, mais des alpages où les bergers mènent paître les troupeaux du village et des hameaux voisins. À l'aube du 19 septembre, deux modestes troupeaux longent les précipices, arrivent sous les Besses, en tout une dizaine de bêtes, des vaches rousses, une génisse cendrée et deux chèvres. Le premier troupeau est conduit par un enfant de 11 ans. Le jeune berger court après ses vaches, siffle, jette des pierres. Il s'appelle Maximin, ou Mémin, pour faire plus court, et son chien s'appelle Loulou. L'autre troupeau suit, conduit par une fillette de 15 ans, mais en paraissant à peine 11 ou 12. Elle marche silencieuse, engourdie de sommeil. C'est la petite bergère des Prats, cultivateur aux Ablandins, un des hameaux de la Salette. Son nom, Mélanie. Enfin, loin derrière eux, un paysan suit, la faux sur l'épaule. C'est le maître du petit berger, Pierre Selme, lui aussi des Ablandins. Un grand événement est tout proche. Le lieu a été choisi. La date des témoins, les détails même. Mais nul sur terre ne s'en doute, et le soleil brille de tout son éclat dans un ciel sans nuages. L'été fut torride, et l'herbe est rare sur l'alpage. Les vaches broutent çà et là une maigre pitance. Les enfants parlent et s'amusent. Selme fauche son pré sur les flancs du Plano et surveille de loin son jeune pâtre si étourdi. Au son de l'Angélus,
les enfants font boire leurs bêtes à un petit barrage grossièrement construit sur le ruisseau de Sézia, puis les conduisent sur le petit plateau à une cinquantaine de pas. Ils redescendent ensuite au ruisseau, s'assoient près d'une fontaine et mangent leur crouton de pain noir accompagné de fromage du pays, puis ils boivent à même la source. Loulou a sa part du repas. Puis les petits bergers s'allongent sur l'herbe, à côté de la fontaine tarie, et de leur sac ils s'endorment. Mélanie se réveille, la première, et pense aussitôt à ses bêtes. Ne les voyant pas, elle est effrayée et secoue Maximin. « Mémin, viens voir où sont nos vaches !» Les bergers grimpent la pente du petit plateau, et alors ils aperçoivent leurs bêtes couchées tranquillement sur les flancs du Gargas, de l'autre côté de la Sézia. Rassurés, ils redescendent vers la fontaine tarie pour chercher leur sac. Soudain, Mélanie voit un globe de feu à l'endroit même où ils avaient dormi, et si brillant qu'elle croit d'abord que le soleil est tombé là. « Mémin, viens voir cette clarté !» La petite bergère en laisse tomber son bâton de stupeur. Mais le soleil, lui, toujours bien haut dans le ciel d'azur, et personne n'est témoin de ce que voient les deux enfants dans le globe de feu. Pas même 3 bergers groupés à quelques 200 mètres en aval. Loulou, le roquet hargneux et méchant, ne montre aucune surprise, ne pousse aucun grognement, et les oiseaux dans le ciel chantent le bonheur de vivre. Le soir, après le retour des troupeaux, Pierre Selme interpelle son jeune berger au seuil de l'étable. « Eh bien, Maximin, tu n'es pas venu te faire voir dans mon pré cet après-midi, comme tu me l'avais promis. Tu savais où j'étais. Maître, c'est qu'il est arrivé. Et quoi donc? Nous avons trouvé près du ruisseau une belle dame qui nous a fait deviser longtemps avec Mélanie. J'ai eu peur d'abord. Je n'osais pas aller chercher mon sac qui était près d'elle. Mais elle nous a dit « Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. » Et nous n'avons plus eu peur du tout. Maximin fait à son maître, ébahi, le récit complet de cet après-midi du 19 septembre 1846, puis court chez les Prats, où Mélanie est encore à l'étable à soigner les vaches. Sur le seuil de la porte, il rencontre la vieille mère Prat, surnommée Caron, qui file son rouet aux dernières lueurs du jour. Maximin lui lance « Hé, mère Caron, n'avez-vous point vu une belle dame tout en feu passer au-dessus du vallon ?»« Une dame ? Oui, une dame toute brillante, qui nous a parlé sur la montagne à Mélanie et à moi. » On devine la surprise de la bonne vieille. Des voisins accourent, on presse l'enfant de questions. On appelle Mélanie à l'étable. Dans la cuisine, Prat, les lueurs dansantes de l'âtre illuminent la pièce voûtée, emplie de l'odeur de la soupe du soir achevant de cuire. La famille et les voisins écoutent, fascinés, le récit de la petite bergère. « Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis plus le maintenir. » Mystérieuse parole, mais ce qui étonne et trouble le plus l'auditoire, c'est ce long récit en français, alors que Mélanie ne parle et ne comprend que son patois villageois. Qui est donc cette mystérieuse belle dame qui a parlé aux enfants de son peuple, du bras de son fils? La vieille mère Prat déclare « Cette belle dame est certainement la Sainte Vierge. Il n'y a qu'elle au ciel dont le Fils gouverne. » Puis, s'adressant à son fils Jacques, âgé de 25 ans, « Tu as entendu ce que la Mère de Dieu a dit à cet enfant ?
Va-t-on encore après cela jurer et travailler le dimanche? Bah, répond Jacques, je ne vais pas croire que cette petite a vu la Sainte Vierge, elle qui ne fait pas seulement sa prière. Monsieur le curé saura peut-être, on va lui envoyer les enfants. Demain, c'est dimanche. Les enfants sont bien émus quand ils frappent à la porte de monsieur le curé. La bonne Françoise leur ouvre. Elle connaît déjà la nouvelle, mais veut en savoir davantage. Que voulez-vous donc dire à monsieur le curé? Il n'a pas le temps maintenant, il prépare son sermon. Vous pouvez tout me dire, c'est la même chose. Dans la cuisine du presbytère, les enfants font alors à la bonne Françoise le récit détaillé de tout ce qu'ils ont vu et entendu la veille sur la montagne. Mais la porte du bureau est entrebâillée et monsieur le curé entend tout. Monsieur le curé s'avance et d'une voix pleine d'émotion. Vous en avez de la chance, mes enfants, vous avez vu la Sainte Vierge. Les cloches sonnent la messe, des paysans se dirigent avec lenteur vers l'église et commentent la grande nouvelle dont tout le monde parle. Le maire et ses conseillers ont déjà abordé le sujet. Des bagatelles sur le garde champêtre. En sortant du presbytère, Mélanie ne peut s'empêcher de lancer à Maximin « Tu vois mes mains, je te disais bien que c'était la Sainte Vierge. » C'est l'heure de la messe. Maximin, accompagné de son maître, Pierre Selme, rentre à Corps, le bourg voisin, pour retrouver son père. Une fois de plus, Maximin manquera la messe. Mélanie se dirige vers l'église. Toute timide, elle s'assied au dernier banc, bien au fond, et se sent transpercée par les regards inquisiteurs de la foule avide de savoir. Enfin, monsieur le curé monte en chair. Rarement sermon fut écouté si attentivement. Le vieux prêtre paraît bouleversé. Il bredouille, des sanglots étranglent sa voix. Les fidèles n'arrivent qu'à saisir quelques mots. La Sainte Vierge, sur la montagne, deux petits bergers. Monsieur le curé croit donc que la Sainte Vierge est réellement apparue aux deux enfants. Il pense à avertir l'évêque du diocèse qui, seul après examen des faits, pourra déclarer s'il est permis de croire ou non à l'apparition. Le maire, lui, est soucieux. Homme cultivé, malin, il va faire son enquête. Après Vêpres, il va au hameau des Ablandins, distant de 2 kilomètres du village de la Salette. Il se rend chez les maîtres de la petite bergère pour se renseigner et voir l'enfant qu'il ne connaissait pas même de nom un jour plus tôt. Prat lui explique « Il y a 6 mois que je l'ai à mon service. C'est une bonne petite, mais timide, craintive, surtout très insouciante. Elle ne pense pas à se changer quand elle est toute mouillée de pluie, et elle dormirait à l'étable ou à la belle étoile si on y veillait. Puis, c'est la misère chez ses parents qui habitent Corps. Elle n'est jamais allée à l'école, ne sait ni lire, ni écrire, ni ses prières. Elle ne peut pas réciter le Notre Père en entier, ni faire correctement le signe de la croix. Toute jeune, elle a été placée chez les étrangers, et sa plus jeune sœur mendie encore. On appelle Mélanie. Le maire l'avertit d'un ton sec. « Prends bien garde, ma petite, de ne dire ni plus ni moins. » L'enfant a peur, mais affirme avec courage « J'ai dit tout ce que cette dame nous a demandé de dire. » Le maire frappe alors la table du poing. La vaisselle vibre, la pièce tremble, et d'une voix autoritaire, il affirme « Tu as dit à ton maître que tout cela n'était pas vrai ?» L'enfant se fâche. « Soit vous, soit son maître, vous ne dites pas vrai. » Le maire veut alors intimider la petite bergère. « Mélanie, cette histoire te mènera en prison si tu persistes à la raconter. » L'enfant, bien effrayé, a le courage de déclarer « La dame nous a dit de la dire, je la dirai. »
Le maire change alors de tactique. « Écoute, Mélanie, tu as déjà mendié ton pain. Ta petite sœur mendie encore. Une bonne occasion s'offre à toi d'aider tes parents que tu aimes bien. » Le maire tire alors 20 francs de sa poche, une petite fortune pour cette pauvresse, et il les offre à l'enfant. « Mélanie, tu vois ces 4 écus. Ils sont à toi, je te les donne, prends-les, mais ne raconte rien de ce que tu as vu et entendu sur la montagne. » L'enfant refuse sans hésiter. « Vous me donneriez cette maison pleine d'or, rien ne me fera dire le contraire de ce que nous avons vu et entendu. » 3 heures durant, le maire tourmente l'enfant, mais en vain. Il est vexé. Lui qui se sait un homme intelligent et malin, qui a mené à bonne fin des affaires difficiles et délicates, il se sent vaincu par cette pauvre enfant. Il est d'ailleurs intérieurement troublé par le long récit de la petite bergère et se demande bien quelle part de vérité se cache là-dessous. Ce soir, il ira trouver Pierre Selme, car il veut y voir clair dans cette affaire. Pendant ce temps, Maximin, accompagné de Pierre Selme, est retourné à Cors, qu'une heure de marche sépare du village de la Salette. Avec ses 1200 habitants, Cors est la ville de ressources de ce coin perdu dans la montagne. Là, on vient s'approvisionner chez les marchands et les artisans. Là s'arrête la diligence de Grenoble à Gap. Là aussi, on a recours aux autorités, gendarmes, greffiers, notaires. Là aussi est le siège du doyenné avec sa tête l'abbé Melun. C'est là qu'habite le charron Giraud, le papa du petit pâtre de Pierre Selme. Maximin, accompagné de son maître, fait irruption au cabaret. « Tu sais, dit Selme à Giraud, ton fils vient d'avoir un rare bonheur. » Le charron comprend mal. « Un malheur? Que lui est-il donc arrivé? » « Pas un malheur, mais un bonheur. » Gros rire dans le cabaret. « Oui, il a vu la Sainte Vierge sur la montagne. » Les rires deviennent ricanants, car Cors ne pratique guère. Les jeunes gens ne vont à la messe que pour se moquer de la religion et faire des niches aux filles. On préfère blasphémer et travailler le dimanche tout l'été. Les 2 hommes qui font leur Pâques y vont en cachette de peur des moqueries. On n'écoute même pas le récit de Maximin. Le soir, de retour aux Ablandins, Pierre Selme est abordé par le maire. « Il y a une semaine, explique Selme, mon petit berger était malade. Alors dimanche dernier, je suis allé à Cors et j'ai demandé à un de mes amis, le charron Giraud, de me prêter son petit garçon pour quelques jours en attendant que mon berger soit guéri. Tout d'abord, Giraud ne voulait pas, car le petit est une tête en l'air et ne peut tenir en place. Il risquerait de laisser tomber les vaches dans les précipices. À force d'insister, Giraud a fini par accepter à condition que j'ai l'œil sur son fils, et je suis rentré le soir même avec le gamin. Dès lundi, il est monté à la montagne avec mes bêtes. J'y suis allé moi-même tous les jours faucher le pré que j'ai au planeau, et de loin je pouvais surveiller le petit. C'est-il là qu'il a connu Mélanie? Oui, les enfants ne se connaissaient pas auparavant. La petite est aussi de Cors, mais elle a toujours été placée chez les autres. C'est moi qui ai dit à Maximin jeudi soir, « Il y a la petite bergère de chez les Prats qui va conduire ses vaches dans la montagne. Il faut aller avec elle si tu veux. » C'est seulement avant-hier, vendredi, que les enfants se sont rencontrés pour la première fois. Chaque jour, Maximin venait me voir dans mon pré, mais samedi, il n'est pas venu. Cela m'a étonné et je lui en ai fait la remarque le soir, au retour du troupeau. C'est alors qu'il m'a conté l'histoire de la dame dans la montagne. Il est très étourdi, le petit. Oui, très. Son père me disait que le mois dernier, il a laissé étrangler sa chèvre. L'autre jour, je l'ai surpris de bon matin qui partageait ses provisions avec le chien.
Comme je lui faisais remarquer qu'il ne lui restait rien pour la journée, il m'a répondu « Je n'ai pas faim ». C'est quand même un bon petit, incapable de soutenir un mensonge et de faire du mal. Le maire apprit que Maximin ne savait ni lire ni écrire. Il n'est jamais allé à l'école, ni au catéchisme. Il n'a pas fait sa première communion et ne sait pas ses prières. Le charron, Giraud, serait un bon ouvrier, mais sa femme est morte quand Maximin était tout jeune, et alors il s'est mis à boire. Et puis il est malade. Il a de l'asthme et des rhumatismes. Après la mort de sa femme, le charron s'est remarié et a eu d'autres enfants. Mais la belle-mère brutalise Maximin, ne lui donne pas toujours à manger. Il n'est pas heureux, le petit, ajoute Selme. Le maire est décidé à aller le lendemain à Corps, voir le charron et interroger l'enfant. Le maire venait à peine de partir quand Baptiste Prat, accompagné d'un voisin, Jean Moussier, vint trouver Selme. « C'est important, ce qu'a dit la petite. Il faut mettre tout ça par écrit. Prat sait bien écrire, mais avec peine, faute d'habitude. Puis il connaît mal le français et l'orthographe. Enfin, on va essayer. » Dans la cuisine, Prat, Mélanie, dicte lentement, les paysans se concertent, se mettent d'accord sur les mots. Baptiste tient la plume, gauchement, trace les mots avec maladresse. Tard dans la nuit, le travail est enfin terminé. Pierre Selme, Baptiste Prat et Jean Moussier signent au bas de la dernière page. Le lendemain, lundi, le maire descend à Corps et trouve Maximin chez son père. Il commence par menacer l'enfant. « Malheureux, qu'as-tu fait ? Tu as répandu un conte qui met le trouble dans les esprits et ne peut qu'amener des suites fâcheuses. Je ne voudrais pas être à ta place, et j'aimerais mieux avoir tué quelqu'un que d'avoir inventé tout ce que tu as dit en accord avec Mélanie. » « Inventé ? Comment voulez-vous que de pareilles choses s'inventent ? Nous avons dit ce que nous avons vu de nos yeux et entendu de nos oreilles. » Maximin fut aussi inébranlable que Mélanie. Le maire se décide alors pour une reconstitution des faits sur la montagne. Le dimanche suivant, 27 septembre, une dizaine de personnes gravissent la montagne. Le maire, avec les deux petits bergers, les gendarmes, Selme, Prat, Moussier et quelques témoins requis pour l'occasion. Mélanie marche silencieuse, timide. Maximin court à droite et à gauche, siffle, plaisante, fait rouler les pierres, insouciant et léger. Le maire est soucieux, mais garde bon espoir de confondre les enfants et de connaître l'énigme de cette troublante histoire. Une brume humide couvre la montagne et affaiblit les rayons du soleil. Il fait déjà froid. Arrivé à un précipice, un gendarme, agacé par l'attitude de Maximin, prend ce bout de gosse par le fond de la culotte et le tenant au-dessus du vide le menace. « Si tu n'avoues pas que tout cela c'est du mensonge, je te laisse tomber. » L'enfant est blême de peur, mais une voix intérieure lui souffle. « N'aie pas peur, mon petit, n'aie pas peur. On ne te fera aucun mal, aucun mal. » Ainsi réconforté, Maximin affirme avec courage. « J'ai dit tout ce que la belle dame nous avait dit de dire. » Décontenancé par une telle réponse, le gendarme remet l'enfant sur pied. Sur la montagne, un fait insolite frappe d'abord les témoins. La source de la fontaine s'est mise à couler. Habituellement, cette source est tarie. Elle ne coule qu'après les pluies d'orage. Après la sécheresse de cet été, le gazouillement de la petite fontaine affirme un fait mystérieux et troublant. On dirait une sorte de confirmation du récit des enfants ou une marque laissée par le passage de la dame. Le soir même, les témoins apprendront que la source s'était mise à couler après le mystérieux événement. Des bergers en avaient fait la remarque et s'en étaient étonnés. Mais cela ne relâche pas la sévérité des gendarmes, mis en mauvaise humeur par cette marche forcée.
L'un d'eux menace Maximin à nouveau. Si tu continues à mentir, on te mettra en prison. On ne te donnera qu'un petit morceau de pain noir. Eh bien, je mangerai, répond Maximin tranquillement. Furieux, le gendarme se tait menaçant. S'il te fallait te taire ou mourir, que choisirais-tu? Je mourirai, répond l'enfant avec calme. Le maire intervient et demande à Maximin de faire un récit complet et détaillé de tout ce qu'il a vu et entendu en cet après-midi du 19 septembre 1846. Maximin raconte. C'était un samedi, environ vers 2 ou 3 heures. Après avoir fait boire nos vaches au ruisseau, nous les avons laissées dans le pré et nous nous sommes endormis près de la fontaine tarie. Puis Mélanie s'est réveillée la première et m'a réveillé pour aller voir nos vaches, et nous les avons vues, couchées de l'autre côté. Puis, en descendant, Mélanie a vu la première une grande clarté, et elle me dit « Maximin, viens voir cette clarté !» Je suis allé vers Mélanie, puis nous avons vu disparaître la clarté, et nous avons vu dedans une dame, assise vers la petite fontaine, la tête dans ses mains, et nous avons eu peur. Mélanie a laissé tomber son bâton, et je lui ai dit « Garde ton bâton. S'il nous fait quelque chose, je lui en donne un bon coup. » La dame s'est levée, a croisé les bras, et nous a dit « Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. » Et nous n'avons plus eu peur. On aurait dit une maman que ses enfants avaient battue et qui s'était ensauvée dans la montagne pour pleurer. Tous sont saouls et je voulais lui dire « Ne pleurez pas, madame, on va vous consoler. » Puis, nous nous sommes avancés, nous avons passé le ruisseau, et la dame s'est avancée vers nous, autres, environ 10 pas loin de l'endroit où elle était assise. Et elle nous a dit en français « Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si lourd et si pesant que je ne puis plus le maintenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de le prier sans cesse pour vous autres qui n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous. Je vous ai donné 6 jours pour travailler, je me suis réservé le 7e, et on ne veut pas me l'accorder. C'est ça qui appesantit le bras de mon fils. Maximin parle posément, avec calme et sérieux. Tous écoutent avec émotion. Monsieur le maire n'en croit pas ses oreilles. Un gendarme essuie furtivement une larme d'un revers de manchette. Prat, Selve et Moussier, qui ont écrit les mêmes paroles sous la dictée de Mélanie, sont bouleversés. Jamais un petit montagnard inculte n'aurait pu inventer de telles paroles. Comment se fait-il que Maximin, qui ignore le français, redise par cœur un si long discours? Lui, tout à l'heure, si insouciant et tête en l'air, parle maintenant avec la gravité du prêtre à l'église, lisant un texte sacré. La voix jeune et claire de l'enfant continue. « Si la récolte se gâte, ce n'est rien qu'à cause de vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année dernière par les pommes de terre. Vous n'en avez pas fait cas. C'est au contraire, quand vous en trouviez de gâtés, vous juriez, vous mettiez le nom de mon fils au milieu. Elles vont continuer à pourrir, et cette année, à Noël, il n'y en aura plus. » Maximin interrompt alors son récit pour donner une explication. On ne comprenait pas ce qu'elle disait. Mélanie s'est tournée vers moi, et alors la belle dame a dit « Ah, mes enfants, vous ne comprenez pas le français. Attendez que je vous le dise autrement. » Et elle nous parla en patois. Maximin continue alors en patois. Les auditeurs se font plus attentifs, visiblement émus par des paroles qui maintenant semblent s'adresser directement à eux. L'enfant poursuit. Après cela, elle nous a dit en français « Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. » Puis elle a franchi le ruisseau, et sans se retourner vers nous, elle nous a dit encore « Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. »
Puis elle est montée une trentaine de pas en glissant sur l'herbe, comme si elle était suspendue, ou qu'on la pousse. Ses pieds ne touchaient que le bout de l'herbe. Nous l'avons suivie sur la petite hauteur, jusqu'à l'endroit à peu près où nous avions été voir nos vaches. Mélanie est passée devant la dame, et moi à côté, loin, à 2 ou 3 pas. Avant de disparaître, cette belle dame s'éleva comme ça. Maximin indique avec sa main la hauteur de 1,50 m environ. Elle resta ainsi suspendue en l'air un moment. Puis nous n'avons plus vu sa tête, puis ses bras, puis le reste du corps. Elle semblait fondre. Puis il resta une grande clarté que je voulais attraper avec la main, avec les fleurs qu'elle avait à ses pieds, mais il n'y en eut plus rien. Et Mélanie me dit, ce doit être une grande sainte. Et je lui dis, si nous avions su que c'était une grande sainte, nous lui aurions dit de nous amener avec elle. Après, nous étions bien contents et nous avons parlé de tout ce que nous avions vu, et puis nous avons gardé nos vaches. Ainsi s'achève le récit de Maximin. C'est maintenant le tour de Mélanie, mais puisqu'elle a dicté son récit, on se contente de l'interroger. Le maire a le secret espoir d'arriver à faire se contredire l'enfant. D'un ton officiel et sec, « À toi maintenant, Mélanie. Tu vas nous dire, sans mentir, ce que tu as vu. Si tu mens, on te mettra en prison avec Maximin. Où as-tu vu cette clarté ?» Comme je regardais en descendant, mes mains étaient derrière moi. J'ai commencé à voir une clarté. Là-bas, sur les pierres, les unes sur les autres, nos sacs y étaient dessus. De sorte que la clarté rayonnait sur vos sacs. Oui, et puis j'ai vu la clarté scintiller et remuer. Elle était comme ronde. Quand vous avez vu cette clarté, n'y avait-il personne? Non. Quand la clarté a commencé à bouger, nous ne pouvions presque pas la voir. Elle nous éblouissait et nous nous frottions les yeux. Quand nous avons commencé à la voir, nous l'avons vue s'élever à la hauteur d'une personne, et comme elle tournoyait en scintillant, nous avons commencé à voir le dedans de la clarté. Nous avons vu blanchir les mains et la figure, et elle avait les mains comme ça. L'enfant se cache la figure avec les bras. Et puis nous avons commencé à voir des perles bien brillantes, et nous avons vu comme une couronne autour. As-tu pu distinguer la figure de cette femme? Nous ne pouvions pas bien la regarder longtemps. Et pourquoi? Elle éblouissait trop autour d'elle, et nous ne pouvions pas bien regarder. Nous nous frottions les yeux, et puis nous nous retournions à regarder, et aussitôt que je voulais la regarder, elle nous éblouissait. Vous étiez près d'elle? Nous étions à 4 ou 5 pas loin d'elle. Nous nous étions arrêtés quand nous avons vu la clarté, et nous avions un peu peur. Quand elle s'est levée droite, et qu'elle a mis les mains comme ça, l'enfant croise les bras sur la poitrine, elle nous a parlé et s'est approchée de nous autres bien près. Au lieu de filer droit, elle est descendue comme si elle avait voulu suivre l'eau à la descente. Aussitôt qu'elle nous a dit d'avancer, nous avons traversé le ruisseau à côté de la fontaine où nous avions mangé, pas loin de l'endroit où nous avions dormi et laissé nos petits sacs, celui de mes mains sur la pierre, le mien à côté. Et c'est alors qu'elle vous a parlé. Oui, et elle pleurait bien. Elle ne faisait pas de grimaces comme nous autres. Je voyais bien couler les larmes de ses yeux. Elle coulait. Je me frottais les yeux, et puis je retournais à regarder dans un petit moment, et j'en voyais encore bien couler. Mais je n'en voyais jamais tomber. Elle disparaissait dans la lumière avant d'arriver à terre. Et comment cette femme était-elle habillée? Elle avait une robe blanche, un fichu blanc attaché derrière le dos, une chaîne large de 3 doigts qui pendait, puis il y avait une autre petite chaîne avec un crucifix. D'un côté de la croix, un marteau, de l'autre des tenailles. Elle avait des souliers blancs, avec des boucles brillantes et des roses autour. On ne pouvait pas bien regarder à cause de la clarté. C'est comme quand on veut regarder le soleil. Elle avait une coiffe avec des roses de toutes couleurs, et il y avait aussi des roses autour du fichu.
Des roses de toutes les couleurs? Oui, il y en avait de grosses, de rouges, de blanches, de bleues. Des roses bleues? Si, de toutes les couleurs, mais pas comme celles de nos jardins. Elles étaient beaucoup plus belles. Pourquoi tu n'en as pas pris une? On n'a pas osé. Maximin, après, a voulu prendre une rose de son soulier, mais il n'a pas pu. La dame s'est fondue. Lorsque la dame marchait, elle semblait ne pas toucher terre. L'herbe paraissait ne pas plier sous ses pieds, et les roses ne paraissaient pas se froisser sous ses pas. Elle ne faisait pas d'ombre. Elle était lumineuse et transparente. On voyait à travers elle la montagne, les pierres, l'herbe. Quand nous descendions pour aller vers elle, nous faisions de l'ombre, mais quand on était avec elle, nous n'en faisions pas. Le maire veut s'en tenir là. Tu en as de l'imagination, Mélanie. Voilà une belle histoire que tu as inventée avec Maximin pour faire parler de vous. Cela risque de vous coûter cher. Puis, s'adressant aux gendarmes, je crois que sous peu vous aurez 2 vauriens à conduire en prison. Nos menaces n'y font rien. Ils sont plus têtus que mules. C'est peut-être le diable que ces enfants ont vu, suggère l'un des témoins. C'est bien possible, réplique le maire, et c'est ce que je voudrais savoir. Je vais les faire examiner par le curé de corps. Peut-être qu'il nous expliquera tout. Et le maire pense en lui-même, et si ces enfants disaient la vérité? Le curé de corps, l'abbé Melun, veut lui aussi aller à la montagne. Il part le lendemain avec 4 témoins, son sacristain et le petit berger. Aux Ablandins, il s'arrête chez les Prats pour prendre Mélanie. En cours de route, Maximin ne peut s'empêcher de questionner Mélanie. La dame a été un peu de temps sans rien me dire, et elle parlait. Je voyais bouger ses lèvres. Que te disait-elle? Elle m'a dit quelque chose qu'elle m'a défendu de dire. Que je suis content, Mélanie, à moi aussi, mais je ne veux pas en parler. C'est un secret, et je ne te le dirai pas. Sur la montagne, l'abbé Melun questionne les enfants. Mélanie, tu ne comprends pas le français. Tu n'es jamais allée à l'école. Comment as-tu pu te rappeler ce que la dame te disait? Elle te l'a dit plusieurs fois? Oh non, elle me l'a dit qu'une fois, et je me suis bien rappelé. Et puis quand même, je ne comprends pas bien. En disant ce qu'elle m'avait dit, ceux qui comprennent le français le comprennent. Quand même, je ne comprends pas, cela suffit. Et toi, Mémin, est-ce que tu comprenais? Je ne sais pas. Je ne lui ai pas demandé. Et qu'est-ce que la dame a dit en patois? Maximin reprend alors les paroles dites en patois par la belle dame. Si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront, et ce qui viendra tombera tout en poussière quand vous le battrez. Il viendra une grande famine. Avant que la famine ne vienne, les petits enfants en dessous de 7 ans prendront un tremblement et mourront entre les bras des personnes qui les tiendront. Les autres feront pénitence par la famine. Les noix deviendront mauvaises, les raisins pourriront. Après cela, explique Maximin, la dame a dit quelque chose en français en me disant « Tu ne diras pas ça, ni ça ». Puis elle garda un moment le silence, et pendant ce temps, je m'amusais. Puis elle continua en patois. S'ils se convertissent, les pierres et les rochers se changeront en monceaux de blé, et les pommes de terre se trouveront ensemencées par les terres. Puis elle nous demanda, « Faites-vous bien vos prières, mes enfants ?» Pas guère, madame, avons-nous répondu. Ah, mes enfants, il faut bien la faire, soir et matin. Quand vous ne pourrez mieux faire, dites seulement un pater et un Ave Maria. Et quand vous aurez le temps et que vous pourrez mieux faire, il faut en dire davantage. L'été, il ne va que quelques femmes un peu âgées à la messe. Les autres travaillent le dimanche tout l'été, et l'hiver, quand ils ne savent que faire, ils ne vont à la messe que pour se moquer de la religion. Le carême, ils vont à la boucherie, comme des chiens.
L'abbé pose alors une question à Maximin. Est-ce tout ce que la dame a dit? Non, elle a ajouté quelque chose. Après les raisins pourriront, mais nous ne pouvons pas le dire, c'est un secret. L'abbé voudrait bien connaître ce secret, mais malgré ses insistances, il n'en saura rien. Puis il pose une question à Mélanie. Tu prétends que la dame a dit « Je vous ai donné 6 jours pour travailler ». Cette dame a dit que c'était elle-même qui avait donné 6 jours, ou si elle a dit que c'était son fils. Je ne sais pas, moi, répond Mélanie. Elle a dit comme ça. L'abbé est perplexe. Puis tous s'agenouillent auprès de la fontaine qui coule toujours, la fontaine miraculeuse, et prient ensemble Notre-Dame. Ils rapportent en pieux souvenir un morceau de la pierre sur laquelle la dame s'était assise. Maintenant, pour le curé de Corps, un devoir s'impose, avertir son évêque. Monseigneur de Bruyard, évêque de Grenoble, est un vieillard de 80 ans, mais son grand âge l'a laissé avec toute sa lucidité d'esprit. C'est aussi un prêtre pieux, et grand fut sa joie quand il reçut la lettre du curé de Corps, le mettant au courant de l'affaire de la Salette. Ce n'est que lui seul qui peut déclarer s'il est permis de croire à cette apparition, mais il faut au préalable une enquête et un sévère examen des faits. Il écrit alors à ses curés « La sagesse et le devoir nous prescrivent la plus grande réserve et surtout le silence absolu sur cette affaire de la Salette. » À leur tour, les autorités civiles s'émeuvent. Les administrations redoutent les miracles et les apparitions. Les journaux en parlent, les esprits se chauffent, les foules remuent, l'ordre public est troublé et la police mobilisée. Le procureur du roi, à Grenoble, vient alors enquêter en personne et monte aux Ablandins, accompagné de 2 huissiers. Mélanie relate les événements avec précision et répond avec aisance, malgré tous les pièges qui lui sont tendus. Baptiste Prat doit attester sous serment l'exactitude de ses affirmations. Le procureur du roi suppose que cette comédie d'apparition a été imaginée par une personne qu'il faut démasquer. On interroge Pierre Selme, qui déclare « Pendant que le petit garçon a gardé mes vaches, je ne l'ai pas perdu de vue. Je n'ai aperçu ni prêtre ni laïc s'approcher de lui pour l'entretenir. La petite Mélanie est allée plusieurs fois garder des vaches dans le champ de son maître pendant que Maximin était avec moi. Je l'ai vu constamment seul, et si quelqu'un était venu lui parler, je m'en serais certainement aperçu. » Le procureur du roi prie alors le juge de paix de Corps de convoquer les petits bergers et de les questionner. Le juge de paix n'apprend rien de nouveau, et dans son rapport, il précise que les 2 enfants ont été entendus séparément. On a expliqué à chacun d'eux qu'étant devant la justice, il fallait dire toute la vérité, mais rien que la vérité, et qu'il fut demandé à Mélanie de révéler le secret de la dame, pressée de le déclarer, elle a persisté dans son refus. Ce n'était pas ce qu'attendait le procureur du roi, comme il aurait voulu classer l'affaire. Mais l'affaire n'en reste pas là. Après l'échec des enquêtes menées par les autorités de Grenoble, le gouvernement s'émeut. Le ministre de la Justice et des Cultes écrit à l'évêque de Grenoble pour se plaindre du colportage de sinistres rumeurs. Il estime que conseiller les paysans à ne pas semer le blé est de nature à compromettre l'ordre public et invite l'évêque à déjouer de coupables manœuvres. La digne et brève réponse de Monseigneur de Bruyard rappelle que dans cette affaire, il avait prescrit à ses prêtres la grave réserve qu'exigent les lois de l'Église. Le maire de la Salette est fort soucieux. Tout lui retombe sur la tête. Le préfet est furieux et veut le révoquer. Le pays devient la risée de tous. Les journaux parlent et se moquent de cette affaire. Les curieux viennent de plus en plus nombreux troubler la tranquillité du pays. Et puis, il n'y a rien à faire avec ces enfants. Ils sont plus têtus que bourriques.
Pas plus l'argent que les menaces, rien n'y fait. Mais qui donc a pu leur fourrer cette histoire dans le crâne? Un nouvel interrogatoire par les gendarmes s'impose. Il faut une sévère confrontation des petits bergers. Qu'on en finisse avec ce cauchemar. De nouveau, les petits bergers sont convoqués à la gendarmerie et interrogés l'un après l'autre en présence du maire. Ce fut d'abord le tour du petit garçon. Maximin, il y a des personnes qu'on appelle somnambules qui font beaucoup de choses en dormant. Peut-être est-ce en dormant que tu as vu cette dame. Mais monsieur, si on fait quelque chose en dormant, on sait après que c'était en dormant. Et moi, je sais que j'ai vu tout cela bien éveillé. Je dormais pas. Allez. Eh bien, dis-moi où cette dame s'en est allée. Elle a disparu dans une lumière, et la lumière nous a empêchés de voir où elle était allée. Cependant, on l'a découverte. Des soldats l'ont saisie et conduite en prison. Oh, bien fin qui pourra la prendre, celle-là. Tiens, Maximin, veux-tu que je te dise la vérité? Dites, monsieur, dites, voir. Vous êtes entendu avec Mélanie, et on vous a donné de l'argent pour que vous disiez cette histoire. Eh bien, puisque vous en savez tant, dites combien on m'a donné. Oh, le prix n'y fait rien, mais vous avez été payé. Moi, je dis que non. Si vous ne voulez pas le croire, laissez-le. Vous avez voulu faire parler un peu de vous. Cela durera peut-être encore quelque temps, et puis tout tombera. Ça tombera, quand la religion tombera. Le gendarme se fait menaçant. « Tu mens. Je vais te lier les mains et t'amener en prison. » Toutes vos menaces ne me feront pas dire que le contraire de ce que nous avons vu et entendu. Un de ces jours on te prendra, on te mettra en prison et l'on te conduira à l'échafaud. Eh bien, j'y monterai. Le maire intervient. Inutile d'insister avec cette tête de bourrique. Qu'on le mette au cachot. Ça le fera réfléchir. Qu'on fasse venir Mélanie. Nous avons pas mal de questions à lui poser. Peut-être que nous serons plus heureux avec elle. Le maire poursuit l'interrogatoire. Mélanie, écoute-moi bien. Maximin a tout avoué. Il nous a tout raconté. Puisque vous savez, pourquoi me le demandez-vous? L'on vous a trompé. Cette dame est venue là pendant que vous dormiez. Une dame pouvait bien venir, monsieur, mais pas sans lever. La dame a disparu dans un nuage. Il n'y avait pas de nuage. Mais il est facile de s'envelopper dans un nuage et de disparaître. Monsieur, enveloppez-vous dans un nuage et disparaissez. Enfin, vous avez pu vous tromper. Et la fontaine, monsieur, pourquoi coule-t-elle? Le maire continue. Mais enfin, tout ce que tu racontes, quelqu'un te l'a appris. Eh oui, monsieur, quelqu'un me l'a appris. Si on ne me l'avait pas appris, je ne saurais pas, moi. Et qui donc te l'a appris? Une personne, monsieur. Oh, sans doute. Mais quelle est cette personne? Celle que j'ai dite, monsieur, la belle dame. Cette dame est en prison à Gap. Il n'y a que Dieu qui peut mettre celle-là en prison. Et je voudrais bien être dans cette prison-là. Les convictions du maire commencent à s'ébranler. Ses enfants doivent dire la vérité. De son côté, le charron Giraud, lui, ne croit pas à ces balivernes. Il n'a même pas voulu écouter en entier le récit de son fils. Quelle bêtise! Mon enfant a vu la Sainte Vierge. C'est une servante de curé qui a voulu rire. La foule des curieux emplit sa maison du matin, au soir, pour questionner le petit berger. Le charron est excédé. Laissez mon fils tranquille et à son travail. Il faut qu'il gagne son pain. Beaucoup se montrent grossiers. Où est ton fils, ce petit drôle qui veut faire croire des balivernes à tous les imbéciles qui viennent ici? Le charron est à bout de nerfs. Un jour que Maximin joue avec une corde, il la lui arrache des mains
et s'en servant comme d'un fouet, il frappe le pauvre enfant, puis il l'avertit. « File maintenant, si tu continues à raconter cette histoire, tu auras de mes nouvelles. » Maximin, effrayé, les mains et le visage en sang, les vêtements déchirés, s'apprête à fuir. Avant de franchir le seuil, il lance à son père « Et pourtant, cette belle dame m'a parlé de toi. » Le charron est stupéfait. « Comment de moi ?»« Que t'a-t-elle dit ?» Maximin explique. « Elle nous a demandé « Avez-vous du blé gâté, mes enfants ?» ?»« Non, madame. » avons-nous répondu. Et puis, s'adressant à moi, « Mais toi, mon enfant, tu dois bien en avoir vu une fois vers la terre du coin avec ton papa. Le maître du champ avait dit à ton papa, « Venez voir comme mon blé se gâte. » Vous y êtes allés tous les deux. Ton père prit 2 ou 3 épis de blé dans sa main, les froissa et tout tomba en poussière. Puis, quand vous reveniez et n'étiez plus qu'à une demi-heure de corps, ton père te donna un morceau de pain en te disant « Tiens, mon enfant, mange encore du pain cette année, car je ne sais pas qui en mangera l'an qui vient, si le blé continue comme ça. » « C'est bien vrai, madame, ai-je répondu. Je ne me le rappelais pas tout à l'heure. Le charron est stupéfait. Il se souvient parfaitement de cet incident de la terre du coin, de ce blé gâté, de ces épis froissés qui tombaient en poussière. Il est surtout frappé de savoir que ce petit fait, oublié par Maximin, ignoré de tous, ait eu un invisible témoin. Cette belle dame dont parle Maximin était donc là. Elle le voyait donnant ce morceau de pain à son fils sur un chemin perdu, d'un pays perdu. Elle lisait l'angoisse de son cœur de père qui ne sait s'il aura du pain à donner à ses enfants. Le charron ne laisse pas deviner son trouble. Il se contente d'ajouter « C'est vrai, je m'en souviens. Au fait, tu ne m'as jamais raconté cette histoire en entier. Moi, ton père, je ne le sais pas encore. » Maximin fait alors le récit complet que son père écoute en silence. Quand il a fini, le charron veut raffermir sa foi et demande un signe au ciel. « Maximin, je pense que cette belle dame peut certainement faire quelque chose pour moi. Je suis malade, j'ai de l'asthme. Si elle a été assez calée pour t'apprendre tout ça, alors que j'ai mis des années à t'apprendre le Notre Père, elle peut certainement me guérir, et alors je croirai. » Le charron, accompagné de son fils, se hâte vers la montagne. Arrivé près de la source, il tombe à genoux, pleure et boit de l'eau de la petite fontaine, puis plante une croix à l'endroit même où Maximin avait vu la belle dame. Le soir de retour, il déclare chez lui « Femme, je suis guéri. Je n'ai plus sur la poitrine cette pierre de moulin qui m'étouffait. Je vais de ce pas trouver monsieur le curé pour me confesser. Ça, en effet, je suis converti. Il y avait 30 ans qu'il ne s'était pas confessé, mais il fut un bon chrétien jusqu'à la fin de ses jours et fit une mort édifiante. » Une femme, Laurent, à corps, paralysée par des rhumatismes depuis 23 ans, ne se lève qu'à l'aide de béquilles. Elle aussi boit de l'eau de la source miraculeuse et est guérie. Une demoiselle d'Avalon, Antoinette Bolena, est alitée sur le dos sans pouvoir bouger depuis 3 ans. Rongée de fièvre, squelettique, torturée par la souffrance, elle va mourir. Après une neuvaine à la Vierge de la Salette, toute douleur disparaît. Soudainement, elle se lève, s'habille, descend l'escalier, se met à table et mange de bon appétit. Dort à merveille. Son médecin avoue que si c'était nécessaire, il était prêt à signer de son sang que cette guérison est un miracle. Au couvent de la Visitation de Rennes, une religieuse entre en agonie. On invoque alors la Vierge de la Salette et la moribonde est subitement guérie. Dans le diocèse de Fréjus, une autre personne guérit miraculeusement au moment où elle allait mourir. Il y eut de nombreux miracles dans les années qui suivirent. Ils furent étudiés par un prêtre devenu évêque de Cahors, Monseigneur Giré, qui publia 2 gros livres sur les miracles de la Salette. Toutes les guérisons ont été sérieusement contrôlées auprès des témoins,
des personnes guéries et des médecins. Ces miracles furent le premier signe du ciel. Il y eut un autre signe du ciel. Les menaces annoncées par la belle dame se réalisèrent sans tarder. Ce furent les années de la grande famine. Il y eut au moins 100 000 victimes de la faim en France, 1 million en Europe. Les journaux de l'époque ne parlent que de misère. À Corps, les gens meurent de faim. 15 jours avant Noël, il n'y a plus de pommes de terre, comme l'a annoncé la belle dame. Les bonnes religieuses de la Providence utilisent la farine telle qu'elle sort du moulin, sans ôter le gros son, afin de partager un morceau de pain avec les affamés. La misère exaspère les esprits. Des émeutes éclatent. Dans plusieurs départements, le gouvernement interdit l'exportation de la pomme de terre. En Angleterre, la reine Victoria, dans son discours du trône du 19 janvier 1847, s'exprime ainsi. C'est avec la plus profonde sollicitude que j'ai appelé votre attention sur la disette des subsistances qui règnent en Irlande et dans certains pays de l'Écosse. En Irlande surtout, la pénurie de l'aliment ordinaire du peuple, la pomme de terre, a été cause de cruelles souffrances, d'épidémies et d'un grand accroissement de mortalité. Les petits-enfants mourront, avait prédit la belle dame. À Corps, 24 enfants en dessous de 10 ans meurent en 1846 et 52 en 1847. Ces signes du ciel confirment le récit des deux petits bergers, émeuvent les esprits et amorcent un mouvement de conversion. On ne blasphème plus, on fait maigre le vendredi, et les églises sont pleines le dimanche. Ce jour-là, on ne travaille plus. Le peuple est si fervent qu'il manque parfois de prudence. Un dimanche où l'orage menaçait, le curé permet publiquement à ses fidèles de ramasser les foins, mais personne n'ose aller au champ. Il se produisit alors une sorte de miracle. L'orage n'éclate pas, et il ne tombe pas une seule goutte d'eau. Une autre fois, la diligence de Gap à Grenoble tombe en panne à Corps. C'était un dimanche, impossible de trouver un ouvrier pour faire la réparation ce jour-là. On dut attendre le lendemain. Les gens de Corps et des environs aiment monter en procession à la montagne, et les vieux pêcheurs s'agenouillent auprès de la croix plantée par le charron Giraud. Tout le monde veut se confesser. Maximin et Mélanie doivent monter chaque fois qu'ils le peuvent pour faire le récit de l'apparition. Ils sont assaillis de toutes parts, harcelés de questions, bousculés, pressés, en danger d'être étouffés par la foule. Mélanie doit un jour s'enfuir à toutes jambes, son frère couvrant sa retraite. Le charron Giraud doit arracher son fils à la foule, le soustraire à la ferveur générale et protéger sa fuite. Les deux petits bergers ont reçu une mission, le faire passer à tout le peuple. Ils ont compris ce que la belle dame leur demande et ils remplissent leur devoir coûte que coûte, avec courage, souvent même avec héroïsme. Maximin est un enfant d'un physique plutôt agréable, avec des yeux beaux et expressifs, très petit pour son âge. Il est nerveux, agile, toujours en mouvement. Il lui est impossible de demeurer au repos, d'avoir la moindre contenance. C'est en jouant avec son chapeau, son bâton ou un bout de corde qu'il fait les plus étonnantes réponses. Il ne garde le sérieux que pendant son récit, mais celui-ci terminé, on le voit se suspendre à une corde, se balancer, ou bien se renverser sur sa chaise, ou s'asseoir par terre, sans se soucier du personnage qui lui parle. Généreux jusqu'à la prodigalité, désintéressé, affectueux, incapable de soutenir un mensonge, instable et insouciant, il est si pur qu'il ignore même le langage qui ferait allusion au vice. Un jour de novembre 1846, il frappe au couvent des religieuses de la Providence qui tenaient l'école enfantine de Corps. Il demande à voir la supérieure. Mère Sainte-Thècle est au lit malade. Maximin insiste et finalement est introduit auprès de la religieuse. Ahurissement de celle-ci. Maximin sort un abécédaire de sa poche et demande à la supérieure de lui apprendre à lire. Il reçoit sa première leçon, mais il doit revenir finalement. Il est admis à l'école.
d'abord comme demi-pensionnaire, puis comme interne. Ce n'est pas un brillant élève, Maximin. Il dira plus tard, il y avait là des petits garçons, j'étais le plus grand, même en ignorance. Mélanie ne tarde pas à le rejoindre. C'est une enfant petite pour son âge, avec une figure douce et agréable, au regard modeste et aux allures simples. Il advint plusieurs fois que son père, à la suite de ragots ou de méchants conseils, vint rechercher sa fille. La supérieure disait alors « Voici votre enfant, faites-en ce que vous voudrez ». Mais il ramenait bientôt Mélanie, et les religieuses la recevaient avec bonté. La mère Sainte Thècle est une véritable mère pour ses enfants, et les religieuses ne négligent rien pour les instruire et les élever. On veut surtout éviter qu'ils ne tirent trop de gloire et de vanité de la faveur dont ils ont été honorés, et on veille à ce que les séances au parloir n'absorbent pas leur temps au point de nuire à leurs études. Devant toutes sortes de personnages, même des dignitaires haut placés, ils restent naturels, sans affectation. Quand on les interroge, ils changent de ton, prennent un air posé et réfléchi, racontent les faits avec simplicité, répondent aux questions en peu de mots et s'effacent le plus possible pour ne pas attirer de louanges. La visite terminée, ils n'en parlent ni entre eux, ni avec leurs parents, ni avec les religieuses. Il se serait bien passé de ces visites. Un jour, on demanda à Mélanie si elle était contente et heureuse que la belle dame les chargeait de cette mission. « J'aimerais mieux n'être pas chargée de le dire, pourvu qu'ils le sussent, répondit-elle. Ils ne s'aperçoivent même pas des étonnantes paroles qui jaillissent de leurs lèvres. Sans le savoir, ils étonnent et déroutent par la clarté de leurs réponses et à l'à-propos de leurs répliques. Une fois, on pose la question à Maximin. « Mais quand on te fait des objections, cherches-tu tes réponses ?»« Non, répondit-il, et souvent, je réponds sans même remarquer ce que je dis. » Un jour, un prêtre lui demande « N'es-tu pas ennuyé de répéter si souvent la même chose ?»« Et vous, monsieur, cela vous ennuie-t-il de dire la messe tous les jours ? Cela doit pourtant t'ennuyer, surtout quand on te fait des questions embarrassantes. » « Monsieur, on ne m'a jamais fait de questions embarrassantes. » Une autre fois, « Tu n'as pas vu du tout la figure de la Sainte Vierge ?»« Eh non, je faisais tant que je pouvais comme ça. » Il cligne des yeux, hausse et baisse la tête. « Comment se fait-il que tu n'aies pas vu la figure de la Sainte Vierge, puisque Mélanie l'a vue ?»« Je ne sais pas, moi. J'étais peut-être pas assez sage. »« Mélanie était donc plus sage que toi ?»« Je sais pas. Peut-être que Mélanie avait besoin d'être convertie. Je sais pas. Dieu sait. » Les deux petits bergers n'aiment pas jouer ensemble. Ils ne se recherchent pas et ne ratent pas une occasion de se vexer mutuellement. Un jour, la mère supérieure reprend Maximin pour son manque de tenue. Mélanie intervient. « Comment voulez-vous que Maximin se tienne bien ? Il n'a pas su se tenir devant la Sainte Vierge. »« Comment ? Il s'est mal tenu devant la Sainte Vierge ? Qu'a-t-il donc fait ? » ?»« Eh bien, il avait d'abord son chapeau sur la tête, puis il l'a ôté et l'a fait tourner sur son bâton, puis il a fait rouler des pierres jusque sur les pieds de la Sainte Vierge. »« Oh, pour cela, s'écrie Maximin, ne le croyez pas, ma sœur. Il n'est pas allé seulement une pierre jusqu'à la Sainte Vierge. »« Mais tu faisais rouler des pierres ? Demande la religieuse. »« Oui, mais pas une a pu attraper la Sainte Vierge, c'est sûr. »« Alors tu n'as pas pensé à saluer la Sainte Vierge ? Tu as gardé ton chapeau devant elle ? »« Ah oui, dans le commencement. Mais je l'ai ôté tout de même. »« Oui, pour le faire tourner sur ton bâton. »« Eh bien, je ne savais pas, moi. Qui est-ce qui me parlait ? » Mélanie n'avait pas besoin de dire tout de même que j'avais fait rouler des pierres avec mon bâton. Ça me fait honte. Puis s'adressant à Mélanie, « Quand je serai missionnaire, si tu viens à mon confessionnal, je te donnerai une si grosse pénitence que tu ne seras pas tenté d'y revenir. »« S'il n'y a que moi à ton confessionnal, répond Mélanie, il sera bien souvent seul ton confessionnal. » Maximin veut être missionnaire chez les sauvages, mais il ne veut pas que Mélanie l'accompagne.
Tu peux bien rester où tu es. Je ne veux pas de femme à ma suite. » Malgré ces petites inimitiés, l'accord des deux enfants est total en ce qui concerne la visite de la belle dame. 4 années, ils restèrent au couvent de la Providence. 4 années, ils furent quotidiennement harcelés de questions. Il paraît, Maximin, que tu te dissipes à la messe, que tu tournes la tête. Si la Sainte Vierge t'avait parlé, tu serais certainement plus recueilli. Eh bien, je suis pas sage, voilà tout. Comment la Sainte Vierge t'aurait-elle parlé si tu n'es pas sage? Elle nous a parlé comme à d'autres, pour que nous disions voilà. Bah, si la Sainte Vierge avait voulu parler à des enfants, elle eût choisi de bons petits enfants, bien pieux au cœur pur. Comment savez-vous, monsieur, si je n'ai pas le cœur pur? Un vieux chanoine. Tu es un menteur, je ne te crois pas. Qu'est-ce que ça me fait, monsieur? Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, mais de le dire. Maximin garda toute sa vie un cuisant souvenir de l'interrogatoire que lui fit subir un spécialiste de l'éducation des enfants, l'abbé du Panloup, futur évêque d'Orléans. Venu tout exprès à corps pour voir et interroger les deux petits bergers, il les trouve désagréables. Mélanie lui déplaît, Maximin l'agace, mais l'abbé ne laisse rien paraître de ses premières impressions. De retour dans son diocèse, l'abbé du Panloup écrivit ses impressions. J'avais amené le petit Maximin avec moi à la montagne et je lui faisais toutes les avances possibles pour tâcher d'ouvrir et de gagner son cœur, et nous devînmes les meilleurs amis du monde. Il se pendit à mon bras et ne le quitta plus de toute la journée. Je le fis déjeuner, dîner avec moi. Il se mit à causer de toutes choses avec le plus grand abandon. Quand je ramenais la conversation sur ce qui m'intéressait uniquement, il me répondait brièvement, simplement. Il s'arrêtait tout court dans le plus grand entraînement de son bavardage. Alors je commençai mes efforts et mes insinuations les plus habiles pour le faire parler de ce qui m'intéressait, et en particulier de son secret, sans qu'il s'en aperçût et sans qu'il le voulût. Ce singulier secret me tenait par-dessus tout à cœur. Je n'épargnai aucune séduction dans la mesure qui me parut tolérable. Après bien des essais et des efforts absolument inutiles, une circonstance bien futile en apparence m'offrit une occasion que je crus un moment favorable. J'avais avec moi un sac de voyage dont le cadenas se fermait et s'ouvrait à l'aide d'un secret qui dispense de se servir d'une clé.